en quoi l'individuation, c'est-à-dire le processus par lequel nos forces donc psychologiques se personnalisent authentiquement, diffère fondamentalement du mode d'individuation moderne par lequel le capitalisme suggère de se développer. Alors, à un moment où la volonté de personnifier notre destin, de faire en sorte qu'on puisse avoir une vie unique au travers de laquelle s'exprime un tempérament et des possibilités de développement singulier, n'est pas totalement liée du coup au courant actuel de développement personnel, de coaching, qui fait la part belle peut-être à une volonté d'émancipation, une volonté de réussite sociale, et aussi par ailleurs à tout ce courant-là où nous sommes d'être, disons, singuliers, personnels et en se distinguant plutôt dans notre posture et dans nos artifices vestimentaires et plus encore dans ce qu'on possède, en quoi l'individuation relève finalement de ce principe-là, mais plutôt authentiquement, c'est-à-dire un développement de ses forces actives personnelles sans que ceci soit forcément sujet à être modelé dans des suggestions commerciales qui en réalité détournent cette volonté de personnification dans des postures superficielles, esthétiques et bien souvent qui ne relèvent pas d'une vraie personnalisation. Alors, le développement que je viens d'évoquer ici, le développement du coup de personnel, au sens le plus commun du terme, aujourd'hui ça consiste à laisser entendre qu'il est nécessaire de développer ses forces du coup individuelles au sein d'un environnement collectif qui tend parfois à, disons, nous dépersonnaliser ou tout au moins empêcher de nous développer de façon authentique. Sauf que cette volonté existe évidemment chez l'être humain, elle est même intrinsèque, on est des individus uniques, vivant dans un espace et un temps unique, dans un cadre spécifique qui est tout autant. Personne n'a le même visage et tout le monde est plongé dans une configuration qui n'est pas commune aux autres, bien que certains points soient évidemment communs, c'est-à-dire qu'on vit par exemple dans un environnement social, un environnement naturel qui peut être commun, mais par contre la façon dont on va se développer, c'est le cas par exemple d'un organisme vivant, est à la fois unique, c'est-à-dire qu'elle va déployer, disons, une vitalité, une extériorité physique dans le cas du coup d'un organisme vivant unique, tout en ayant des points communs évidents avec l'espèce, d'accord ? Donc une plante va grandir de façon commune par rapport à une autre, mais si on observe bien, il y aura des choses différentes les unes par rapport aux autres. Et l'idée est la suivante dans le cadre du coup de l'individuation, c'est que évidemment c'est une nécessité, mais le monde dans lequel on vit nous encourage et nous suggère de passer par le biais d'un développement dit personnel qui en réalité, un peu comme on pourrait penser à l'agriculture biologique, c'est une bonne analogie, va faire prospérer ou va développer du coup au travers de cette volonté-là en réalité des marqueurs de différenciation superficiels. En d'autres termes, si par exemple moi je reste ce que je suis, donc dans mes attributs psychologiques, c'est-à-dire ma capacité par exemple à avoir de la patience, à penser, à tirer des conclusions, à avoir des émotions, à avoir des intuitions, à expérimenter, si tout ça pour moi n'évolue pas, c'est-à-dire reste commun au cours de ma vie d'adulte, j'ai beau avoir un jour un pull rouge, un jour un pull violet, un jour une marque de telle enseigne, un jour une voiture avec telle caractéristique et telle esthétique, cette personnification va se résorber en fait dans quelque chose d'extérieur, de matériel, et en réalité mon développement individuel ne va pas s'effectuer sur mes vertus, mes caractéristiques, comme une plante qui pourrait du coup, ou un bourgeon qui pourrait sans cesse faire croître un fruit toujours plus grand, toujours plus ample, et une fleur toujours plus jolie. En réalité, c'est juste le prolongement de ma réalité psychologique dans la matière, en l'occurrence mon dispositif matériel et ce qui caractérise esthétiquement éventuellement certains de mes goûts, d'accord ? Je vais changer ma photo de profil sur Facebook, je vais changer du coup voilà, de vêtements, ce que je viens de dire, et plein de choses encore, ma décoration, mais en réalité c'est des moyens
pourrait dire factices, ou simplement des prolongements superficiels, bien qu'elles ont leur sens, qui ne va pas engendrer une modification, une éclosion, un déploiement varié, et disons enrichissant de ce que je ressens moi à l'égard de la vie, et de ce que je procure moi à l'égard de la vie. Alors si on part d'un point de vue, on va dire, de vertu comportementale, je vais pas gagner en patience, en douceur, en compréhension et en empathie, parce que je varie sans cesse mon style vestimentaire ou quelque chose d'autre, d'accord? Ou parce que je vais, par volonté de puissance sociale, augmenter en statut, il va de soi que je vais pas, par ailleurs, faire éclore en moi des vertus qui, justement, sont spécifiquement les éléments qui peuvent s'accroître, qui peuvent se différencier, qui peuvent s'étendre continuellement dans l'espace et dans le temps. D'ailleurs, il suffit de se représenter ce qu'est le cours d'une vie pour bien s'apercevoir que les aspirations, naturellement, évoluent. C'est-à-dire que au départ, il y a ce qu'on appelle le stade esthétique, donc ça serait ça, c'est une appellation du coup de Søren Kierkegaard, qui serait l'appel du beau, donc l'attraction des corps, l'attraction voilà de vitale, disons du besoin de communier avec ce qui est censé être beau et reconnu comme tel, donc les corps par exemple, les rapports hommes-femmes. Au nom de ce stade-là esthétique, on va du coup établir ce qu'on appelle un stade éthique, c'est-à-dire une morale qui va venir sécuriser, qui va venir symboliquement donner une teneur plus verticale, plus puissante à l'attraction suscitée par l'esthétique. Donc on est dans le stade, disons, éthique. Donc on passe du beau au bien. Et la troisième partie de la vie, c'est le stade dit métaphysique, ou chez Socrate, on pourrait dire aussi, disons, le stade, on va dire, du vrai. On n'est plus dans le beau ni le bien, le vrai. Mais ce stade-là, du coup, atteindre le vrai, c'est-à-dire les vertus, c'est pas seulement une posture de sagesse comme on peut le représenter, mais c'est un déploiement de force vitale réelle qui élargit la conscience, et c'est spécifiquement ça l'individuation. C'est de quelle manière je parviens à étendre la réalité de mon être dans l'espace et dans le temps, de manière à ce que celui-ci puisse sans cesse expérimenter de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, et plus fondamentalement une extension de la personnalité. C'est le besoin fondamental que l'individuation implique. On peut comparer ça d'ailleurs au développement spirituel, à la quête de sagesse, et que le système, je dirais, presque de manufacture psychologique telle que développement personnel et le coaching, du coup détourne. En gros voilà, la sagesse c'est quelque chose qui n'est pas rentable, donc il faut plutôt, dans cette volonté de diversification de son être et de son déploiement, le résorber dans une tendance quantitative et dans une alternance du mode de pouvoir qu'on a par rapport aux autres. D'accord ? Donc, à mesure que le stade esthétique diminue, notre capacité à plaire se résorbe, la volonté de puissance sera compensée par l'accumulation de ce qu'on possède, par notre statut, par la volonté de démultiplication du patrimoine. Et du coup, c'est l'esthétique et l'éthique va se résorber dans le quantitatif. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un manque de volonté, disons, d'extension des forces psychologiques qui permettent de faire évoluer l'humanité. Et l'individuation, c'est spécifiquement ça. C'est-à-dire, en gros, le besoin de sagesse n'est pas seulement qu'une posture qu'on voit dans les films d'un sage qui vient aider le héros, du coup, lui-même à faire face à ses démons et à améliorer la situation collective, mais c'est aussi et surtout une quête par laquelle chacun peut parvenir plutôt à développer, c'est-à-dire et faire évoluer son être dans un cadre, là en l'occurrence social, c'est-à-dire on pourrait même supposer que c'est par ce biais que, disons, les liens humains vont se solidifier dans le temps. Or, si on part de l'idée que le développement personnel sert à accroître sa force symbolique, son ego, et donc notre capacité à susciter le désir des autres, et donc se nourrir perpétuellement d'un sentiment exaltant de puissance dans le regard contemplatif et désirant de l'autre, on peut être sûr que les rapports humains seront limités. Il y aura une interdépendance hiérarchique peut-être invisible. Donc voilà, moi je me développe, je fais du bitcoin, regarde, je suis riche, je vais à Dubaï, et du coup faut que tu fasses comme moi, fais ma formation. Mais en réalité, si demain tout le monde fait du bitcoin et est riche à Dubaï, la société fonctionne plus, et les liens humains, se traduiront par une espèce de fascination, du coup qu'on tient à entretenir continuellement les uns envers les autres. Et du coup voilà, on n'est plus dans ce qu'on pourrait appeler l'amour au sens philosophique, c'est-à-dire l'idée d'une interaction dépourvue, disons, de profit et d'intérêt, mais dans une volonté de puissance, c'est-à-dire
voilà, à défaut de pouvoir créer une communion, je fais en sorte d'être admiré. Donc c'est une phrase célèbre de Jung qui consiste à dire là où il y a amour, il n'y a pas volonté de puissance, et il y a volonté de puissance, il n'y a pas amour. Et aujourd'hui, le développement personnel et tout ce qui relève du déploiement, disons, du déploiement technique de la volonté d'être disons une visée intrinsèquement, je dirais, capitaliste dans sa manifestation, c'est-à-dire capitaliser de la valeur ajoutée pour que les autres nous désirent, pas pour qu'on puisse communier avec eux. Finalement, c'est ce qui crée une entrave aux besoins intrinsèques contenus dans cette démarche, qui est de s'individuer, à savoir parvenir à trouver l'unité en soi, qui ne dépendra plus du regard approbateur de l'autre, mais qui permettra du coup d'établir un lien égalitaire, non pas au sens politique, mais au sens psychologique, à partir duquel l'évolution pourra franchir nécessairement une nouvelle étape cruciale du coup de son avancée. L'individuation, en gros, c'est ça, dans sa nécessité anthropologique, donc historique et contemporaine, et disons les effets secondaires, ou plutôt les ersatz d'individuation, c'est tout ce à quoi on assiste, à savoir cette volonté de développer des forces, des forces individuelles qui génèrent l'admiration, qui suscitent la fascination, à des fins, d'agrémentation, on pourrait dire, de l'ego et de la surface et de la petite entreprise individuelle, aujourd'hui, qui dispose d'énormément de moyens, néfastes pour laisser à supposer qu'elle représente du coup l'alpha et l'oméga et le but de la vie. J'entends par là les réseaux sociaux où on entretient son image et finalement on veut attirer à soi le désir oisif et on finit par devenir dépendant de l'entretien de ses compliments, de l'entretien de sa façade pour finalement stagner dans une espèce de dépendance à l'égard du regard approbateur de l'autre. Et tout ça n'est pas l'individuation, et tout ça n'est pas probant quant à l'évolution réelle de l'humanité, telle qu'on peut supposer qu'elle va et qu'elle doit advenir. Voilà. Et du coup, alors, je sais pas trop ce que je vais en faire de ça, mais dans le développement personnel, je sais que t'entends ils mettent l'accent sur développer des qualités, tu sais. Mais pas forcément dans l'idée, voilà, je fais du fric pour être connu, machin, je sais rien. Ouais. T'entends, c'est vraiment orienté, voilà, t'as des défauts, je règle les défauts. Est-ce qu'il y a un lien avec l'individuation? Et quelle serait en fait la différence de cette démarche par rapport à l'individuation? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je vais reformuler. Donc, souvent, ce qui est proposé par le coaching, c'est d'identifier tes limites, d'identifier tes défauts ou simplement tes dysfonctionnements, les corriger, optimiser éventuellement tes atouts, et du coup, par ce biais-là, améliorer ta vie, donc sur différents plans, c'est-à-dire tes relations sociales, possiblement ton rang social et ta pérennité économique. Mais l'idée, c'est que ce que visent du coup ces améliorations-là, ce que permet d'obtenir cette prise en charge, du coup, cette réduction des défauts, cette réduction de ce qui entrave à l'équilibre et comment on pourrait dire ça, au développement des forces, je dirais, utiles et productives sociales, en réalité, c'est simplement se réintégrer, se réincorporer au monde tel qu'il est. C'est-à-dire au monde tel qu'il est économiquement, tel qu'il est socialement. Donc en fait, tout ça ne vise pas à permettre à l'homme de rentrer en lui-même, donc dans ses ombres, dans ses peurs, pour trouver un nouveau chemin salutaire, donc une nouvelle terre d'évolution, symboliquement, disons un nouvel espace de déploiement de ses forces, mais c'est simplement restaurer, réparer, comme on réparait une voiture, mais la remettre dans la même direction qui est celle qui a du coup mis en panne le véhicule. En gros, si les gens aujourd'hui souffrent, c'est que le système dans lequel nous vivons est un système qui réifie, c'est-à-dire qui rend chaque individu objet d'une démarche collective. Donc l'économie se sert de l'homme pour garantir sa continuité et augmenter, disons, voilà, les profits. Donc l'homme est un moyen par lequel, du coup, l'économie passe. Et donc le développement personnel, c'est quoi? C'est, tiens,
votre place dans l'économie, elle a mise en question, vous souffrez, vous êtes marginalisé, on va vous réparer, corriger vos défauts, améliorer vos qualités pour vous réinsérer. Jusqu'à ce que, inévitablement, les problématiques rencontrées globales et personnelles dans ce système de fonctionnement-là génèrent à nouveau les entraves, enfin les contraintes, et du coup amènent un dysfonctionnement, amènent du coup un rejet. Donc l'idée c'est que ces modalités-là ne prennent pas en compte, du coup, la réalité du monde, qui est un monde qui arrive à une fin de cycle. L'ultra-consumérisme, le fait de faire de l'homme, du coup, l'incorporer dans un système de production infini avec, du coup, des matières finies, ne peut pas conduire au déploiement favorable pour lui et pour son environnement, disons, de ses qualités, de ses vertus, et plus fondamentalement, de son potentiel. Et donc, le problème il se situe là. Or, la notion d'individuation et l'idée de prise en compte de ces défauts et de leur, disons, de leur traitement, plus encore de leur sublimation, c'est aussi pour viser un nouveau monde et pour améliorer le monde, pas seulement s'y réinsérer, tête baissée, sans comprendre ce qui a conduit à ce que ce monde-là génère cette insatisfaction, cet inconfort. Et plus encore, c'est ce qu'on peut aussi observer aujourd'hui comme une grève psychologique où les jeunes ne veulent plus se réinsérer spécialement dans ce monde-là parce qu'intuitivement ils constatent que celui-ci génère du coup parfois des pathologies et dans certains cas pire des anomalies et des maladies, et donc forcément intuitivement il y a une espèce de rejet viscéral. Et donc l'idée de tous ces proposition-là, c'est voilà, on va vous aider à prendre confiance pour vous remettre sur un terrain toxique ou un terrain miné qui, même si vous parvenez à marcher dessus encore quelque temps, comprend de toute façon des mines qui exploseront et qui permettront pas, du coup, voilà, d'avancer sereinement. Donc l'idée, c'est de restaurer, du coup, et d'améliorer ses défauts, d'optimiser ses qualités en cherchant un nouveau chemin plus fertile qui correspondra à du coup une transition vers un cycle nouveau, car inévitablement, sans qu'on recoure à une analyse trop complexe qui associerait des éléments historiques, des aspects perspectivistes, tout le monde peut supposer que le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce sur quoi il est fondé, j'entends par là les pseudo-valeurs quantitatives et ce mode de fonctionnement d'exploitation, il n'y a pas besoin de grandes connaissances pour supposer qu'il n'a pas de viabilité sur la durée. Donc toutes ces suggestions-là, qu'on évoque là abondamment, coaching, tout ça, c'est dynamiser l'âme humaine en faisant en sorte de minimiser l'impact des souffrances et du coup des défauts, pour, en reboostant cette âme-là, la remettre sur un terrain qui générera à nouveau des problématiques. Donc l'idée de l'individuation, c'est l'inverse. C'est traverse ton enfer, va voir si derrière celui-ci, il n'y a pas des qualités profondes et des moyens par lesquels tu pourras non seulement résister à cette déferlante consumériste moderne et tout ce qu'elle implique, d'accord, comme coercition, comme aliénation, pour envisager un nouveau chemin au sein duquel, une nouvelle perspective au sein de laquelle ces qualités-là trouveront une vraie voie d'expression de développement individuel et collectif. C'est la grande différence avec l'individuation.